Quel lien entre le Nicaragua des années 80 et le Sahel aujourd'hui? Vous étiez des milliers à me poser la question. Voilà ma réponse. Les puissances étrangères ont un mode opératoire. Il ne change jamais. Laissez-moi vous montrer la même page, lue 2 fois, à 40 ans d'intervalle. Parce que ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, ils l'ont déjà fait à 10 000 kilomètres d'ici, par le passé. Et ça a marché. Nicaragua, 1979. Les sandinistes de Daniel Ortega prennent le pouvoir. Révolution populaire, soutien massif, réformes agraires, investissements dans l'école et la santé. Un espoir vivifiant anime les populations. Washington ne peut pas laisser passer ça. Pas parce que c'est dangereux militairement pour eux, mais parce que ça pourrait servir de modèle aux autres et remettre en cause son contrôle sur l'Amérique latine. Alors ils ne les envahissent pas, non. Ce serait trop visible, trop risqué. Non, non, non. Ils financent des proxys, les terroristes Contras, à qui ils fixent 3 objectifs, simples et chirurgicaux. Premièrement, épuiser le gouvernement, lui imposer une guerre permanente. Forcer l'État à dépenser en sécurité et en défense ce qu'il devait dépenser en hôpitaux et en routes. Deuxièmement, terroriser la population. Attaquer les coopératives, les cliniques, les écoles, faire associer dans l'imaginaire populaire la révolution à l'insécurité et non plus à l'espoir. Et troisièmement, envoyer un message au continent entier. Quiconque tente de s'émanciper sera détruit, peu importe le soutien populaire qu'il a. Ronald Reagan, le président américain de l'époque, appelait ça la guerre de basse intensité. Pas d'invasion frontale, juste rendre le pays ingouvernable jusqu'à ce que la population elle-même, épuisée, rejette sa propre révolution. Le Nicaragua a tenu jusqu'en 1990 avant que la fatigue et le blocus économique n'aient raison de tout. Maintenant, fast forward, Sahel, année 2020. Les gouvernements de transition arrivent au pouvoir, d'abord au Mali, ensuite au Burkina et enfin au Niger. Soutien populaire massif, promesses de souveraineté, de rupture, investissement et espoir de progrès. Et immédiatement, la guerre terroriste s'intensifie. Les groupes armés pullulent et se répandent, mieux équipés que jamais. Les budgets basculent vers la sécurité et la défense. Les chantiers sociaux ralentissent. Les populations commencent à douter. Les sanctions tombent. Les rapports négatifs s'accumulent. Les narratifs médiatiques mensongers se démultiplient. Et les pressions diplomatiques s'organisent. Même mécanique, même tempo, mêmes objectifs. Pas d'invasion frontale, juste une déstabilisation lente jusqu'à l'épuisement. Le nom des proxys a changé. Contras et America Watch, hier au Nicaragua. JNIM, FLA, EIGS et Human Rights Watch, aujourd'hui au Sahel. Les présidents occidentaux à la manœuvre aussi. Ronald Reagan, hier pour les États-Unis, Emmanuel Macron, aujourd'hui en France. Le reste, c'est du copier-coller. Il n'y a pas besoin de réunions secrètes, de complots élaborés. Juste une doctrine, la guerre de basse intensité, qui a fonctionné une fois et qu'on réutilise à l'infini, de Washington à Paris, de Bruxelles à Londres, en passant par Kiev. Pour moi, la différence entre les années 80 et aujourd'hui, ce n'est pas la puissance des ennemis, c'est la conscience de ceux qui résistent. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois que le Sahel peut tenir là où le Nicaragua a cédé et pourquoi? Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, alors n'oublie pas de liker et de partager pour que d'autres aussi voient clair. Je la dédie au général Sadio Camara, lâchement assassiné par des terroristes, non seulement financé et équipé par la France et l'Ukraine, mais qui disposait aussi de relais à l'intérieur de l'appareil d'État. Les traîtres, la première urgence à éradiquer en Afrique. L'AES ou la mort, nous vaincrons.